Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. L'audition était attendue. Les responsables de l'enseignement catholique français ont été entendus à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation veut savoir si des faits de violence, de maltraitance ont été commis dans des établissements publics comme privés. Elle s'est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête après la déflagration causée par les révélations de l'affaire Betaram qui a libéré la parole de milliers d'enfants. Alors, les députés peuvent mener des visites de terrain pour exercer ce pouvoir de contrôle, consulter des archives. Elle a auditionné les victimes de Betaram et des enfants passés par d'autres institutions qui ont témoigné, qui ont eu des témoignages vraiment très durs devant la commission d'enquête parlementaire. Ce 2 avril, elle interroge le responsable de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, qui doit répondre aux questions nombreuses des députés. Ma première question est la suivante. Quelle est la procédure et le circuit de traitement des signalements en cas de violence au sein de vos établissements? Disposez-vous d'une procédure formalisée, applicable à l'ensemble des établissements? Monsieur Delorme, allez-y. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord en préliminaire de penser d'abord aux personnes victimes suite aux révélations de Betaram. De nombreux témoignages affluent relatant des faits particulièrement graves, de violences physiques allant jusqu'à certains sadismes même, de violences sexuelles allant jusqu'au viol. Je veux redire ici toute notre compassion, toute notre volonté d'écouter, d'entendre la vérité, d'entendre ces victimes qui n'ont pas pu souvent s'exprimer quand elles étaient plus jeunes, de les reconnaître dans ce qu'elles ont subi, parce qu'on a trahi quelque part la promesse qu'on avait faite à ces jeunes et à leurs familles, de les aider à se construire humainement et dans toutes leurs dimensions. Et au lieu de cela, nous les avons détruits, marqués à vie par des sévices inacceptables. Donc nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que plus jamais de tels actes puissent se produire. Alors il s'agit pour nous, et je vais répondre en même temps à votre question, Madame la Présidente, en un premier temps d'évaluer ce que nous avons mis en place depuis 2018 dans notre réseau à travers le plan de protection des publics fragiles, un plan à la fois de prévention et de signalement des faits. Prévention à travers notamment le plan Boussole, qui lui est plus récent, qui permet effectivement de mesurer le climat scolaire et les insuffisances qui peuvent exister dans un établissement afin de les corriger et de mettre en œuvre des dispositifs qui remédient à ces éventuels dysfonctionnements. Libérer la parole des enfants, on en aura sans doute l'occasion de revenir sur ce point. Et enfin, mettre en place des procédures très claires de signalement en fonction de la gravité des faits, signalements qui sont adressés soit au procureur de la République, soit à la CRIP. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'évaluer ces dispositifs afin de veiller à ce que dans les 7200 établissements de notre réseau, ils soient effectifs, d'améliorer ces dispositifs si nécessaire, notamment en associant les associations de victimes, et enfin de mettre en place peut-être de nouvelles mesures avec tous les acteurs concernés et en tenant compte évidemment des propositions ou des recommandations plus exactement que cette commission ne manquera pas de faire. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Bonjour à tous les trois.
Monsieur le secrétaire général, le 20 février dernier, sur RMC, vous avez déclaré « Je rêve que nos 7500 établissements soient contrôlés. Nous n'avons rien à cacher ». Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cette déclaration et nous dire comment ce rêve pourrait être concrétisé d'après vous? Il me semble indispensable que nos établissements soient contrôlés. C'est la contrepartie d'une certaine liberté. Et le contrôle de l'État est parfaitement légitime et prévu par la loi Debré. Pendant des années, ils n'ont pas eu lieu, ce n'est pas notre fait, et la Cour des comptes l'a très nettement souligné en juin 2023 dans son rapport sur le financement de l'enseignement privé. Donc il me semble important que tous ces contrôles se mettent en place, c'est le cas. Dans les académies, des plans de contrôle ont été mis en place, aussi bien les contrôles financiers que les contrôles administratifs, qui, dans le contexte actuel, bien entendu, vont être étendus ou peut-être plus appuyés sur les questions de climat scolaire. Très bien, donc vous appelez au contrôle, à sa généralisation dans le respect des textes et vous appelez à ce que l'État soit à la hauteur de ses obligations. J'aimerais discuter avec vous de votre conception du contrôle et le faire sur la base d'un courrier que vous avez adressé le 29 novembre 2024 à la DAF, à la Direction des Affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce courrier, vous indiquez notamment que, je vous cite, c'est vous, Monsieur Delorme, qui signez ce courrier, « Les établissements privés associés à l'État par contrat ne peuvent être contrôlés comme les établissements hors contrat. Ils ne peuvent pas non plus être contrôlés comme le public. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette distinction, dès lors que l'enjeu de ces contrôles est de garantir le droit des élèves et leur sécurité? Il me semble que les contrôles évoqués ne concernent pas que ces points-là. Et dans ma réponse, ou dans mon courrier, ce n'était pas principalement ce point-là qui était évoqué, mais simplement la loi Debré. On n'a fait que rappeler les éléments de la loi Debré qui font que les contrôles portent sur le contrat d'association et que l'avis scolaire, et je reviendrai là-dessus, j'expliquerai bien ma pensée sur ce point-là, et que l'avis scolaire est sous la responsabilité du chef d'établissement dans son organisation. Donc mes propos portaient sur simplement le respect de la loi Debré telle qu'elle est écrite. Sur la question de la vie scolaire, il ne s'agit pas de calquer l'organisation de la vie scolaire sur ce qui existe dans l'enseignement public. Nous avons une certaine liberté d'organisation. En revanche, il est parfaitement légitime et nécessaire que l'État vérifie que le climat scolaire soit effectivement un climat de sécurité, que nos maisons soient des maisons sûres, que dans nos maisons, il y ait une véritable bientraitance éducative. Donc il est parfaitement légitime que l'État contrôle, et contrôle évidemment l'environnement scolaire de ce point de vue-là, mais aussi la question des internats, qui ne rentre pas dans le champ du contrat d'association, comme vous le savez, qui n'est pas financé, mais il est parfaitement normal que l'on vérifie qu'au sein des internats, par exemple, le climat scolaire soit sûr pour les jeunes que nous accueillons. Alors, les internats renvoient précisément à la vie scolaire et en effet, dans ce courrier, vous indiquez le contrôle habituel tel qu'évoqué ne peut porter sur la vie scolaire qui est par nature en dehors du secteur sous contrat. Vous avez fait référence à la loi Debré. Sur quelle base légale est-ce que vous fondez votre appréciation, vous conduisant à conclure que la vie scolaire doit échapper au contrôle des services de l'État? Je redis que, effectivement, la loi Debré porte sur le contrat d'association, porte sur le respect des programmes, la mise en œuvre des programmes, le respect des valeurs de la République, la liberté de conscience et l'accueil de tous, pour résumer très rapidement. Et donc l'organisation de la vie scolaire nous est propre et fait partie de notre liberté. Mais l'organisation de la vie scolaire ne signifie pas qu'on ne puisse pas contrôler que cette organisation n'assure pas, qu'on ne puisse pas contrôler que cette organisation assure pleinement la sécurité et le bien-être des jeunes que nous accueillons. Alors nous allons y revenir dans le détail parce que je crois que là vous nous dites quelque chose d'important, mais que
beaucoup des écrits que vous avez signés, Monsieur Delorme, contredisent les déclarations que vous faites aujourd'hui. Mais nous allons y revenir un peu plus tard. Je voudrais juste vous interroger sur votre connaissance de l'article L442-2 du Code de l'éducation qui rappelle les obligations générales s'imposant à tout établissement privé, notamment en matière de protection de l'enfance. Est-ce que cet article du Code rend possible, d'après vous, le contrôle par l'État de la vie scolaire? Oui, absolument. Très bien, je crois que c'est important de l'entendre de votre part et on va revenir sur la façon dont vous considériez ce point il y a quelques semaines encore. Dans ce même courrier, je suis toujours sur ce courrier du 29 novembre 2024, ce courrier, au fond, vous échangez avec la DAF à propos du guide du contrôle des établissements privés sous contrat qui est en cours d'élaboration à l'époque. Et la DAF vous a transmis une version de travail de ce guide. Et vous en avez pris connaissance et vous qualifiez ce guide dans ce courrier, je vous cite Monsieur Delorme, de manuel de l'inquisiteur. Et vous considérez que ce guide participe, je vous cite encore, d'un système de délation. Alors, je vous pose des questions très directes, Monsieur le secrétaire général. Est-ce que vous considérez que les inspecteurs de l'éducation nationale sont des inquisiteurs? Et est-ce que vous considérez que le contrôle par les services de l'État participe d'un système de délation? Monsieur le rapporteur, ce que nous avons souligné par rapport à ces fiches de contrôle, c'est l'état d'esprit de ces fiches de contrôle. La Cour des comptes rappelait que les contrôles devaient être effectués de façon ordinaire et habituelle. Or, la tonalité de ces fiches semblait partir d'un postulat qu'il y avait forcément des problèmes et qu'il fallait obligatoirement déceler des dysfonctionnements dans nos établissements. Je ne pense pas que ce soit l'esprit de la loi Debré ni la façon dont il faut appréhender les choses. Et donc c'est cet état d'esprit qui figurait dans ces fiches qui donnait vraiment l'impression que c'était la prime effectivement à une forme de délation et à une forme de contrôle à charge a priori. Or je trouve que cette démarche-là n'est pas juste et n'est pas bonne, et ne permet pas en tous les cas d'aborder ces contrôles en toute sérénité. Est-ce que les inspecteurs de l'éducation nationale, qui maintenant vont se servir de ce guide pour venir inspecter les établissements privés sous contrat, sont des inquisiteurs, Monsieur Delorme? Non, ils ne sont pas des inquisiteurs, Monsieur le rapporteur. Très bien, c'est pourtant ce que vous avez écrit dans ce courrier. Alors dans ce même courrier, et peut-être en prolongement de ce que vous venez de nous indiquer, vous indiquez que tout contrôle d'un établissement privé sous contrat doit reposer, je vous cite, sur une programmation régulière, paisible et cohérente. Et vous précisez que cette programmation régulière, paisible et cohérente doit être fondée sur une, je vous cite encore, concertation avec les directions diocésaines et les chefs d'établissement. Est-ce que cette conception du contrôle doit nous conduire à penser que vous êtes opposé à toute forme de contrôle inopiné et que pour vous, tout contrôle d'un établissement privé sous contrat doit être co-organisé par les représentants de l'enseignement catholique? Les deux peuvent exister. Les deux peuvent exister, mais à partir du moment où, comme l'a rappelé la Cour des comptes, ces contrôles doivent être réguliers, il est nécessaire qu'ils s'inscrivent aussi dans une programmation jouable pour les établissements. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un établissement pourrait avoir la même année une évaluation, un contrôle DGFiP, un contrôle administratif, une visite de tutelle, un contrôle URSAF, et être consulté dans un cadre d'un travail de la Cour des comptes? Est-ce qu'on se rend compte que l'établissement est là au service des élèves et des jeunes, que tous ces contrôles mobilisent les équipes, etc. Donc le fait d'inscrire ça dans un calendrier pluriannuel n'a rien de choquant, au contraire, et n'empêche pas qu'il puisse y avoir des contrôles surprises dans certains cas. Alors je veux rassurer nos collègues, le contrôle financier, il est opéré actuellement au rythme d'une fois tous les 1500 ans. Et le contrôle administratif dans l'Académie de Nantes, par exemple, qui est une académie qui compte 50% d'établissements privés sous contrat, ces 6 dernières années, il y en a eu 1 sur 1139 établissements. Donc on ne peut pas dire que le risque de voir ces contrôles se cumuler sur une année soit particulièrement important. Alors, Monsieur Delorme, cet échange nous permet de mieux comprendre donc, votre conception du contrôle. Vous appelez à davantage de contrôles, mais à des contrôles qui seraient co-organisés par l'enseignement catholique, à des contrôles qui seraient différents de ceux qui portent sur les établissements privés, et vous considérez qu'ils peuvent entretenir une forme de climat de délation, parce que ce terme-là, vous l'avez conservé. Bon.
Au fond, on peut se demander si vous n'êtes pas tout simplement opposé au principe du contrôle. Et là encore, je me fonde sur le courrier que vous avez adressé à la DAF le 29 novembre 2024. Avec ce courrier, vous transmettez vos annotations au projet de guide du contrôle des établissements privés sous contrat. Alors moi, j'ai compté pas moins de 28 demandes de suppression de points de vigilance pour les inspecteurs. C'est un nombre considérable de demandes de suppression de points de vigilance dans le contrôle. Et surtout, vous demandez la suppression de 2 fiches. Pour expliquer à nos collègues, ce guide du contrôle des établissements privés sous contrat est constitué de 8 fiches qui portent sur des aspects, des catégories de choses à observer lors du contrôle. Et vous appelez à la suppression de 2 fiches, donc d'un quart des fiches, suppression pure et simple de 2 fiches de ce guide. Ce sont les fiches 5 et 8, et elles sont particulièrement importantes, ces fiches, parce qu'elles portent la fiche 5 sur la question de la vie scolaire et la vie de l'établissement. Et donc vous proposez une suppression pure et simple de cet aspect du contrôle. Et la fiche 8, elle porte sur le respect des obligations tirées du contrat. Là encore, je vais y revenir, vous proposez la suppression pure et simple de cette fiche. Alors je voudrais qu'on rentre maintenant dans le détail de ces 2 fiches pour comprendre pourquoi est-ce que vous appelez à leur suppression complète. La fiche 5, elle conduit notamment les inspecteurs à s'assurer, par exemple, de l'affichage obligatoire de la devise républicaine dans les établissements privés sous contrat. Elle vise aussi à s'assurer de l'affichage obligatoire du numéro 119, qui est un numéro qui nous occupe beaucoup, puisque c'est le numéro que les élèves peuvent utiliser lorsqu'ils sont victimes de violences. Alors pourquoi, monsieur le secrétaire général, vouloir faire disparaître l'affiche rappelant la nécessité de veiller à l'affichage obligatoire du numéro 119 dans les établissements privés sous contrat? Cette fiche ne portait pas que sur ces points-là. Et il est bien évident que le numéro 119 doit être affiché dans tous nos établissements, sans aucune limite. Encore une fois, quand il s'agit de protéger les enfants et les jeunes que nous accueillons et donner la possibilité à ces enfants et ces jeunes de signaler des faits, c'est absolument nécessaire. Donc on ne peut pas réduire cette fiche à cette question-là. Je crois l'avoir dit tout à l'heure, parce que la question de la vie scolaire telle qu'elle était présentée ne rentrait pas dans le champ du contrat et dans le champ donc du contrôle. Ceci étant dit, je pense que nous n'écririons pas forcément la même chose aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette fiche ne porte pas que sur le 119, mais elle porte aussi sur le 119. Et cette fiche, elle porte également sur une question absolument fondamentale, qui est celle des internats. Et je veux rappeler l'importance de la question des internats, parce que d'abord c'est le lieu qui expose le plus les élèves à de potentiels agresseurs, notamment en matière de violences sexuelles. Et je veux souligner la spécificité de l'enseignement catholique. La part des élèves internes y est 2 fois supérieure à celle qu'on observe dans l'enseignement public. Et dans cette fiche numéro 5, qui doit guider les inspecteurs, il y a ce passage dont vous appelez donc à la suppression. S'il semble que les conditions morales et matérielles de l'accueil des enfants mineurs hébergés dans un internat compromettent leur sécurité, leur santé et leur moralité, une information préoccupante sur les mineurs en danger ou qui risquent de l'être doit être adressée au président du conseil départemental. Parallèlement, un signalement peut être fait au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Monsieur Delorme, en introduction, vous avez rappelé l'affaire Betaram et le nombre des victimes à Betaram de violences physiques et de violences sexuelles. Je considère que si ce guide avait existé dans les années 90, il aurait pu permettre de détecter des violences, de prendre des mesures, et ce guide aurait peut-être sauvé la vie de dizaines, de centaines d'enfants et d'adolescents. Or, en novembre 2024, vous appelez à la suppression de cette fiche, à la suppression de ce passage, qui doit conduire les inspecteurs de l'éducation nationale à une très grande vigilance en matière de violence, de vie scolaire dans les internats. Pourquoi ? Je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Ces fiches sont destinées à un contrôle administratif dans le cadre de la loi Debré. Donc notre réponse se situe par rapport à la loi Debré. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que les choses ne sont pas du même ordre et qu'il fallait distinguer de ce contrôle. À ce moment-là, c'est un contrôle, comme l'a rappelé la Cour des comptes, dans le cadre de la loi Debré, et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, l'internat rentre dans ce cadre-là.
En revanche, évidemment, je suis favorable à ce que des lieux d'accueil de nuit comme d'un internat soient contrôlés pour des raisons que vous venez d'évoquer dans le texte que vous venez de lire, mais ce n'est plus dans le cadre de la loi Debré. C'est ça qu'il faut entendre. Notre réaction, elle ne s'est située que dans le cadre de la loi Debré. Si on nous disait, au-delà de la loi Debré, il faut vérifier ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'y suis favorable. Si votre question est, est-ce que vous êtes favorable au contrôle des internats tel que c'est décrit dans cette fiche, je dis oui. Si vous me dites, est-ce que ce contrôle s'inscrit dans la loi Debré, je dis non. C'est là qu'il y a sans doute un malentendu. Mais permettez-moi de dire que c'est du niveau du malentendu que de l'opposition. Monsieur le secrétaire général, la loi Debré s'applique, et c'est heureux, mais ça n'est pas la seule loi de la République. Je vous renvoie à nouveau à l'article L442-2 du Code de l'éducation qui s'appliquait en novembre 2024 quand vous écriviez ce courrier et qui est extrêmement clair, qu'il donne prérogative au service de l'État de veiller à ce que la protection des enfants soit assurée, y compris dans le temps de la vie scolaire dans les établissements privés sous contrat. Donc là, je crois que vous introduisez un élément qui n'est pas celui de notre réflexion, celui du périmètre de la loi Debré. Ce périmètre est clair, mais la loi Debré n'est pas la seule à s'appliquer aux établissements privés sous contrat, et fort heureusement d'ailleurs. Et je crois que là, vous manifestez une volonté de résister à l'application de la loi. Vous nous dites vouloir du contrôle dans les internats, mais vous appelez, dans ce courrier, à la suppression de tous les passages qui y renvoient. Autre point de cette fiche numéro 5, la question des conseils de discipline. Et ils sont importants dans les établissements privés sous contrat parce que les règles qui s'appliquent aux conseils de discipline dans les établissements publics ne prévalent pas dans les établissements privés sous contrat. Et les conseils de discipline peuvent être le lieu d'une violence institutionnelle sur des élèves, conduisant par exemple à leur renvoi, sans motivation, sans justification. Et ce guide qui appelle à ce que les inspecteurs veillent au fait que les règlements intérieurs fassent apparaître, je cite, les sanctions en cas de manquement à la règle, de façon à informer les élèves et leurs familles d'une échelle de sanctions. Et donc, alors, voilà, vous enfreignez la règle, vous vous exposez à telle mesure. Et là encore, vous appelez à la suppression de ce passage qui, dès lors, ouvre la voie à l'arbitraire, à l'opacité et également à l'absence de tout recours possible pour ceux qui seraient éventuellement frappés par une décision du Conseil de discipline. Là encore, pourquoi est-ce que vous appelez à cette suppression? Pour la même raison que la précédente. Ce qui ne veut pas dire que, en termes de Conseil de discipline, les établissements ne respectent pas la loi. Alors j'en viens maintenant à la fiche numéro 8, cette deuxième fiche dont vous appelez à la suppression. Je la résume. C'est la fiche qui, au fond, permet aux inspecteurs, en cas de manquement grave, de, à la fois, appliquer des sanctions aux chefs d'établissement, mais aussi d'envisager l'éventuelle rupture du contrat d'association. Ce qui est une procédure extrêmement rare, je veux le redire, parce que depuis 65 ans que la loi Debré existe, dans les 7500 établissements que connaît notre pays, il n'y a eu que 3 ruptures de contrat d'association, une dans les années 80 et 2 très récemment, frappant le lycée Averroès et le lycée Al-Kindi. Vous appelez à la suppression de cette fiche qui, donc, détaille en cas de manquement grave, les sanctions qui peuvent frapper l'établissement ou le chef d'établissement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des répétitions et qu'elle était en fait inutile par rapport à ce qui était dit dans d'autres fiches. Ça n'est pas parce que vous considéreriez qu'un contrôle ne peut pas conduire à une sanction, y compris à la rupture du contrat d'association? Nullement. Est-ce que, d'après vous, des situations comme celles qui ont été observées à Betaram devrait conduire à la rupture du contrat d'association? À l'époque de Betaram, à l'époque où les faits se sont produits, pas aujourd'hui. Alors, quand nous sommes rendus à Betaram avec ma collègue co-rapporteur, nous avons pris connaissance du fait que des violences sexuelles entre élèves pouvaient avoir eu lieu encore à l'année 2024. Je veux le dire pour éviter de retomber dans une description de Betaram comme renvoyant à un passé ancien révolu. Je crois que la question des violences sexuelles, c'est malheureusement une question du moment et une question qui doit nous occuper aujourd'hui et toute notre commission d'enquête. J'ai une dernière question. Elle porte sur un enjeu de prévention et un enjeu qui a été abordé à l'occasion de plusieurs de nos auditions précédentes. C'est l'enjeu de l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle, puisque cet enseignement peut aider des enfants, des adolescents victimes de violences sexuelles à les identifier, à les signaler, et donc aider à préserver des élèves. Dans les fiches 3 et 4
de ce guide du contrôle, vous appelez à systématiquement remplacer l'article L312-16 du Code de l'éducation par l'article L121-1 de ce même code. L'article L312-16, il est fondamental parce qu'il rappelle que l'enseignement obligatoire de l'éducation à la sexualité s'impose dans les établissements publics et privés sous contrat avec au moins 3 séances annuelles par niveau. Vous appelez à la suppression de cette référence et à remplacer cette référence à l'article L312-16 par celle de l'article L121-1 qui, lui, est beaucoup plus général puisqu'il indique que les écoles, collèges et lycées assurent une éducation à la sexualité. Il n'y a plus de référence au caractère obligatoire du programme, ni de référence aux 3 séances annuelles. Pourquoi cette demande qui intervient à plusieurs reprises dans le courrier que vous adressez en novembre 2024 à la DAF? Parce qu'il nous semblait que c'était l'article qui correspondait, mais pour être très clair quand même sur votre question, premièrement, dans la majorité, l'immense majorité de nos établissements étaient déjà pratiqués ces 3 séances de 2 heures avant l'obligation du programme. Aujourd'hui, un programme a été publié, il est mis en œuvre à la rentrée prochaine, il sera appliqué dans tous nos établissements. Je vous remercie. Alors, juste avant de vous donner la parole, Madame la rapporteure, moi j'ai une question de précision. Vous dites il est normal qu'il y ait des contrôles réguliers, des contrôles prévus, et pour les contrôles surprises ou inopinés, c'est tout à fait possible dans certains cas. Vous avez dit dans certains cas. Est-ce que vous pouvez expliciter? Il me semble que les cas envisagés et qui sont envisagés aujourd'hui par le ministère, c'est quand il y a des remontées d'informations qu'on va qualifier de préoccupantes ou d'inquiétantes de différentes sources, ou que, par exemple, voilà, il signalait des faits de maltraitance. Il me semble parfaitement légitime qu'à ce moment-là, il y ait des contrôles inopinés qui soient effectués. Il est indispensable que les établissements privés catholiques soient contrôlés pour protéger l'enfant de ces violences physiques et sexuelles qui ont détruit des milliers de vies. Parole de Philippe Delorme, le responsable de l'enseignement catholique en France devant les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation qui se sont donc dotés des pouvoirs d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les violences passées et présentes qui seraient commises dans les institutions scolaires privées et publiques. Quel contrôle dans ces établissements? Retour tout de suite dans la salle de la commission pour le savoir. Merci aussi pour ces réponses extrêmement précises et directes à un questionnement qui est important au nom, et vous l'avez rappelé au début de votre intervention, du respect de la souffrance de toutes les victimes passées, actuelles encore, puisque finalement, lorsqu'on a été violenté dans son enfance, c'est une souffrance d'aujourd'hui. Nous sommes submergés avec mon collègue co-rapporteur et notre présidente de commission d'enquête de témoignages d'hommes en particulier de 65, 70, 75 ans qui aujourd'hui osent nous écrire au regard des travaux que nous menons et de la nécessité que l'ensemble des forces de l'éducation nationale, de l'État et des directions diocésaines des établissements puissent coopérer à ce que nous améliorons ensemble ce contrôle de l'État pour qu'il n'y ait plus de violence comme à Bétara, mais comme dans beaucoup d'autres établissements privés, mais aussi publics qui nous sont signalés actuellement. Alors je vais rebondir sur les 65 ans de la loi Debré, puisque vous invoquez dans ce courrier du 29 novembre 2024 des réponses spécifiques dans le cadre de la loi Debré et en réponse à des questionnements sur la suppression de la fiche 5 et 8 relatifs à la vie scolaire et aux sanctions des établissements défaillants, vous exprimez votre approbation sur le fait qu'un certain nombre de contrôles ou de mesures puissent être mises en place en dehors finalement de ce cadre. Du coup, ma question est directe. La loi Debré, qui instaure ce contrat entre l'État et les écoles privées, vous paraît-elle aujourd'hui adaptée à la gestion des cas de violence faites aux élèves et faut-il la faire évoluer? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de toucher à la loi Debré pour s'assurer que les violences potentielles faites aux élèves soient combattues et prévenues. Je pense, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, qu'il y a des moyens
des possibilités de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments. Et vous savez, par exemple, on reparlera certainement de fait établissement tout à l'heure, mais vous voyez bien que par un décret, on va pouvoir imposer à l'ensemble de notre réseau l'utilisation de cette plateforme de signalement, sur laquelle on reviendra certainement tout à l'heure. Donc, il est inutile, à mon avis, de modifier la loi Debré pour renforcer un certain nombre de points. Et d'ailleurs, il y a déjà eu, dans le passé, des compléments. Monsieur le rapporteur a rappelé qu'il n'y avait pas que la loi Debré, il y avait la loi tout court, évidemment. Nous sommes là pour respecter la loi et nous respectons la loi. Mais c'est qu'il y ait des éléments de réflexion pour s'assurer, en termes de prévention et de signalement, que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions avec une efficacité réelle, est envisageable sans modifier la loi Debré. Alors nous allons poursuivre sur cette piste d'amélioration. Un établissement catholique se doit d'avoir un projet éducatif particulier, c'est son caractère propre. À votre connaissance, les établissements ont-ils inclus dans ce projet éducatif particulier les notions de protection des élèves, de prévention des risques, de formation des jeunes et des adultes et de signalement ? Je ne peux pas répondre à cette question directement parce que je n'ai pas une vision d'ensemble sur les projets éducatifs. Ça sera plutôt après décliné. Je pense que ça ne sera pas forcément présent dans le projet éducatif, mais dans sa déclinaison du projet d'établissement et de voir un petit peu comment toutes ces affaires-là sont prises en compte. Ce que je peux garantir, c'est que, notamment sur les questions de bientraitance éducative, de lutte contre le harcèlement, les établissements ont vraiment mis les choses en place et ça figure dans le projet de l'établissement, même si ce n'est pas forcément écrit dans le projet éducatif. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, au niveau national, il n'y a pas une politique des projets éducatifs de chaque établissement qui pourrait être déclinée dans chaque établissement, mais vous supposez que dans chaque établissement, il y aurait l'inclusion de ces sujets de prévention et des violences auprès des enfants. D'abord, je veux souligner que chaque établissement est autonome. Et donc chaque établissement a son propre projet éducatif, même si il est autour d'un projet commun, propre à l'enseignement catholique, de son caractère propre. En revanche, ce que je peux dire, c'est que depuis 2018, nous avons mis en place un programme de protection des publics fragiles déclinable dans tous les établissements scolaires, à la fois en termes de prévention et de signalement. Et donc dans la prévention, il s'agit de comprendre ce phénomène, de veiller à ce que la parole des enfants soit vraiment entendue, libérée, et d'agir lorsqu'il y a des cas signalés. Je vous remercie. Donc, ce plan déclinable dans l'ensemble des établissements, il doit être décliné par les chefs d'établissement qui en ont donc la responsabilité. Ça va nous permettre de faire un focus sur le rôle du chef d'établissement et votre relation avec ces chefs d'établissement dans l'enseignement catholique. Peut-être pouvez-vous nous préciser comment s'organise le recrutement des chefs d'établissement ? Pour les chefs d'établissement qui sont recrutés depuis 2018, la mise en place de ce plan, est-ce que dans le cadrage de leur mission, ce plan, qui est le plan boussole, c'est ça ? Ce plan est-il formellement indiqué dans le cadre de leur mission comme l'une des priorités et est-elle pilotée chaque année, évaluée chaque année et de façon précise, comment ces chefs d'établissement, notamment ceux recrutés depuis 2018, sont-ils formés au recueil de la parole, au signalement et à la réalisation d'informations préoccupantes que vous avez signalées au début de votre intervention. Donc, le chef d'établissement dans notre organisation, si on veut présenter notre organisation comme une pyramide, c'est une pyramide, mais qui n'est pas une pyramide descendante comme dans l'enseignement public, mais vraiment qui est dans la base, le socle, c'est le chef d'établissement. Et c'est l'établissement. Le chef d'établissement est recruté par une tutelle, qu'elle soit congréganiste ou diocésaine. Et il reçoit une lettre de mission de cette tutelle.
et il est embauché par l'organisme de gestion qui est donc, la plupart des temps régi par la loi de 1901. C'est une association gérée par des bénévoles. Le chef d'établissement, dans l'immense majorité des cas, on va dire plus de 90%, est recruté parmi le corps enseignant ou parfois le personnel de vie scolaire, mais essentiellement, ce sont des enseignants qui ont pu avoir des responsabilités intermédiaires comme adjoints ou d'autres responsabilités intermédiaires au sein de l'enseignement catholique. Les chefs d'établissement reçoivent une formation qui leur délivre un titre RNCP, qui est allé sur 2 ans, une année avant la prise de fonction et une année une fois la prise de fonction faite. Et à la fin, donc, ils ont un titre qui leur est délivré. Il y a dans cette formation, qui est donc une formation reconnue, tout un volet autour de la protection des mineurs, autour du plan de protection des publics fragiles, autour des signalements, voilà. Donc il y a tout un volume, et je pourrais vous transmettre le cahier des charges, si vous voulez, de cette formation. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être sûr que dans l'ensemble des lettres de mission de recrutement des chefs d'établissement, on va dire depuis 2018, depuis l'établissement de ce plan boussole, dans chaque lettre de mission, est-ce que ce plan boussole est mentionné et est-ce que le plan boussole et l'ensemble des formations que vous évoquez sont, à votre connaissance, dispensées systématiquement pour l'ensemble des recrutements depuis 2018 ? Alors, ce n'est pas forcément dans la lettre de mission, ça fait partie de la veille de la tutelle qui doit justement, dans sa mission d'accompagnement du chef d'établissement, et dans le cadre des visites de tutelle, veiller à ce que ces plans, ces dispositifs soient bien mis en place dans les établissements. Le plan boussole est une proposition, il peut y avoir d'autres choses mises en place pour garantir la prévention et la sécurité des enfants, et de même que face aux questions de harcèlement, il peut y avoir différentes méthodes pour les régler, mais le rôle de la tutelle est de veiller à ce que le chef d'établissement ait bien mis en place ces éléments. Alors, quand on parle des chefs d'établissement, nous avons rencontré le chef d'établissement du collège Le Beau Rameau, à Bétharram, et nous avons échangé avec lui sur la façon dont il avait pu signaler les 2 faits de violence entre élèves de 2024. Et suite à cet échange, nous avons questionné dans les inspections académiques, mais aussi diocésaines, et nous avons reçu des témoignages sur l'action des chefs d'établissement aujourd'hui. Il nous est apparu de façon informelle, on va dire pour le moment, qu'aujourd'hui, un chef d'établissement dans l'enseignement privé, mais aussi public, privé, puisque c'est notre sujet de ce matin, se sent très souvent isolé par rapport à la décision qu'il devrait prendre de suspension, par exemple, ou d'éloignement d'un professeur lorsqu'un fait de violence physique, psychologique ou sexuelle lui est signalé, que les actions qu'il met en place sont aujourd'hui extrêmement aléatoires. Vous parlez d'informations préoccupantes, vous avez signalé signalement au procureur ou signalement à la CRIP, la commission qui est sous la responsabilité des départements pour les informations préoccupantes. Et on sait qu'un certain nombre de personnels qui ne sont pas sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et donc du service public directement ne sont pas contraints de faire un article 40 systématique, mais peuvent faire une plainte au procureur. Donc, sur l'ensemble de ces signalements, ce qui nous est apparu sur le terrain, on va dire, et avec les échanges avec les professionnels, c'est que le cadrage du processus n'est absolument pas fiable, systématique, et ne permet pas de s'assurer au niveau local comme au niveau national que systématiquement, lorsqu'il y a une violence et une parole libérée, les actions sont à la hauteur de la protection de l'enfant. Par rapport à ce constat de terrain, pouvez-vous me dire au niveau national ou territorial les actions entreprises pour sécuriser ce process? Madame la rapporteure, je soulignerai d'abord que sur le territoire, les situations sont extrêmement diverses. Et c'est ce qui me frappe
et je l'ai entendu d'ailleurs dans un témoignage de ces commissions, c'est que, par exemple, les CRIP ne fonctionnent pas toutes de la même façon, que la réactivité des autorités rectorales ne sont pas toujours les mêmes, et que, suivant les territoires, notre organisation au niveau enseignement catholique peut différer. Il y a des lieux où les choses sont parfaitement en place. Je prends par exemple l'Académie de Lille, enfin le diocèse de Lille, où là, il y a eu une signature avec le procureur, il y a un processus qui est très très clair, très efficace, qui nous garantit que, a priori, les choses remontent bien. A priori, parce que on dépend toujours d'une personne, c'est-à-dire quand même du chef d'établissement. Mais je veux dire, c'est tellement bien mis en place qu'on voit que ça porte ses fruits. Et il y a d'autres territoires où les dispositifs sont sans doute moins clairs, ou moins bien compris, ou moins bien suivis. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un besoin, mais pas seulement d'enseignement catholique, l'enseignement catholique doit prendre sa part, mais un besoin d'unifier, de clarifier les processus. Quant à la solitude du chef d'établissement, je rappelle que d'une part, s'il s'agit d'un signalement concernant un salarié, par exemple, de droit privé, il a l'OGEC comme soutien, et s'il s'agit d'un enseignant, il doit se tourner obligatoirement vers l'autorité académique. Alors concernant ces mesures et l'organisation de ces mesures au niveau national et sous votre responsabilité, je vais faire le lien avec le rapport de la SIAZ et l'ensemble des recommandations qui ont été émises par ce rapport en 2021. La Conférence des évêques de France, suite à ce rapport, a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions correctives dans le domaine de l'écoute de victimes, de l'accompagnement de la prévention, des suites judiciaires et de l'accompagnement psychologique. Suite à ces travaux de la Conférence des évêques, il y a eu à nouveau en mars 2025, juste avant l'assemblée plénière de printemps des évêques à Lourdes, un point d'étape pour évaluer les mesures mises en œuvre depuis ce rapport, avec 300 participants issus des 9 groupes de travail. Donc on le voit, la Conférence des évêques de France, dès la publication des rapports, a pris les choses en main, si je puis dire, pour faire en sorte de changer un certain nombre de processus. Et donc, au niveau du SGEC, est-ce que le rapport de la SIAZ a été, vous parlez beaucoup de 2018, le plan boussole, un moment de changement de processus, de préoccupation pour une meilleure protection des enfants, et quelles ont été précisément les actions ou le plan d'action entrepris par le SGEC à ce moment-là? J'étais présent à Lourdes, et j'en reviens. Donc, pour vous dire que j'étais présent aussi au moment de la publication de ce rapport, et dès le soir même de la publication de ce rapport, j'ai envoyé un communiqué à l'ensemble des communautés éducatives de l'enseignement catholique, exprimant d'abord mon effroi et une demande de pardon par rapport aux victimes, mais aussi en rappelant qu'il était nécessaire que nous nous saisissions des recommandations de la SIAZ du rapport de Jean-Marc Sauvé. Dès lors, d'une part, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Conférence des évêques de France. J'ai moi-même participé à toutes les assemblées qui traitaient de ce sujet-là, et mon adjointe est membre du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Nous avons donc travaillé avec l'ensemble des directeurs diocésains ces questions. Madame de Reims-Vaucresson, présidente de l'INIR, est venue travailler avec l'ensemble des directeurs diocésains. Nous avons, localement, les directeurs diocésains ont travaillé avec chaque diocèse et ont donc participé à l'élaboration d'un certain nombre de chartes de bientraitance, d'éducatifs, de signalement, voire des règles qui ont été mises en place dans chaque diocèse. Ils sont associés, quand ils n'ont pas pu le faire d'une façon autonome, à la convention avec le procureur de la République pour faciliter le traitement des affaires. Donc, suivant la taille des diocèses, il y a eu soit des conventions signées directement enseignement catholique procureur, soit on s'appuie sur la convention signée par le diocèse et le procureur de la République. Et nous avons fait évoluer notre plan de protection des publics fragiles pour justement porter une attention encore plus grande aux questions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle et de viol éventuellement.
Merci. Nous serons preneurs d'ailleurs de l'ensemble de ces documents de plans d'action et de conventions mises en place au niveau du SGEC, parce qu'effectivement, sur nos visites sur place, nous avons pu, par exemple, obtenir à Pau la convention entre le procureur et l'évêque, mais effectivement, sur l'enseignement catholique, avoir des précisions sur la formalisation de ces plans d'action nous semble extrêmement important, parce que nous avons surtout des échanges entre le SGEC et l'éducation nationale sur le guide de contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'il est important pour nous de factualiser dans cette commission d'enquête, c'est aussi la réalité et l'étendue des nouveaux process qui sont mis en place pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, comme on a pu les connaître par le passé. Je vais revenir sur deux questions assez précises dans le prolongement de ce qu'a vous a demandé Paul Vannier. On a parlé du sujet des inspections, et dans la lettre du 29 novembre, à un moment sur votre inquiétude d'uniformisation des inspections du public vers le privé, vous avez évoqué le défaut d'inculturation de l'enseignement privé à l'enseignement privé chez les inspecteurs de l'éducation nationale, en vous inquiétant dans ce guide d'un certain nombre d'imprécisions, de mentions de directeurs plutôt que de chefs d'établissement, de non-reconnaissance des chefs d'établissement adjoints. Donc vous avez certainement à juste titre du point de vue de l'enseignement catholique, critiquer une méconnaissance des inspecteurs de l'éducation nationale, qui donc pourrait mettre à mal la qualité des contrôles qu'ils feraient dans le nouveau plan de contrôle. Ma question est donc liée au délai depuis le 29 novembre 2024 entre ce courrier dont vous vous inquiétez de l'inculturation et aujourd'hui, on est 6 mois après. Est-ce que vous avez fait des propositions à l'éducation nationale pour former les inspecteurs aux spécificités de l'enseignement catholique? Est-ce que ces propositions ont été étudiées par le ministère de l'Éducation nationale? Où en êtes-vous sur les progrès de votre point de vue pour que les inspecteurs soient efficaces lors des inspections dans l'enseignement privé? On peut s'appuyer sur l'expérience de l'évaluation de l'école. Lorsque les évaluations, le Conseil d'évaluation de l'école a mis en place le processus d'évaluation pour l'enseignement privé, nous avons travaillé en amont pendant 1 an pour que, justement, les évaluateurs comprennent notre fonctionnement, connaissent la loi Debré, connaissent nos droits et nos devoirs. Et donc, nous avons, par exemple, mis en place, proposé des petits modules avec, pas que nous, l'ensemble des représentants des réseaux privés, ça a permis aux évaluateurs d'être formés, entre guillemets, sur les questions particulières concernant l'enseignement privé sous contrat. Nous observons effectivement que bien souvent, aujourd'hui, il y a une méconnaissance de nos fonctionnements, de nos espaces de liberté, de nos droits et devoirs. Et donc, il est nécessaire que ces contrôleurs nous connaissent. Le ministère de l'Éducation nationale en a bien conscience et m'a dit qu'il mettait en place une formation pour que les contrôles se passent bien et qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'on a eu plusieurs cas déjà signalés qui sont réels. Un contrôle qui a eu lieu dans un établissement du 1er degré où le contrôleur contrôlait comme s'il s'agissait d'un établissement public. Et il lui dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et le lendemain, cette même personne est revenue en disant, en fait, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. Donc ce n'était pas de l'opposition de la part de cette personne, mais simplement une méconnaissance de notre fonctionnement. Alors, j'ai bien compris, c'est exactement ce que vous expliquez dans votre lettre du 29 novembre. Ma question était plus précise. Depuis le 29 novembre, est-ce que vous avez proposé de nouveaux modules de formation des inspecteurs ou de sensibilisation ou non? Est-ce que le ministère a été réceptif ou non? Et qu'est-ce que concrètement ça donne aujourd'hui? Nous l'avons proposé, le ministère nous a dit qu'ils s'en occupaient eux-mêmes. Eux-mêmes. Est-ce que vous avez des échanges écrits à ce sujet? Non, c'est des échanges oraux. On peut donc considérer que depuis le 29 novembre, ce point n'a pas été traité. Peut-être que si, mais je n'en sais rien. Merci. Nous
nous questionnerons le ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet. Enfin, deux dernières questions, l'une qui concerne la gouvernance de l'enseignement catholique et le lien entre les appels et les OGEC. Alors, dans les auditions précédentes et dans nos rencontres sur place, on a compris que très souvent, ça dépend selon les régions, mais très souvent, un même couple marié ou vivant ensemble dans la vie privée, était membre pour l'un de l'APEL, l'association des parents d'élèves, représentant les parents susceptibles de se plaindre d'un comportement d'un enseignant envers son enfant ou envers des enfants et signalé au sein de l'association de parents d'élèves. Et l'autre membre du couple est membre de l'OGEC, du même établissement, OGEC qui, lui, a la responsabilité de recruter le personnel enseignant. Cela pose des questions à la fois en termes de liberté de parole. Oui, je vois notre collègue député qui avait soulevé cette question. Cela pose des questions quant à la liberté de parole en cas de violence et quant aux suites éventuelles données sur l'enseignant. Il nous a été répondu dans l'audition avec la présidente nationale des appels que, bien entendu, c'était une situation à ses yeux, c'est une nouvelle présidente, qui n'était pas normale et pas souhaitable, et que pour avoir une gouvernance saine, ne pas avoir de conflit d'intérêts qui interviendrait très certainement avec un rôle négatif dans l'omerta que l'on reproche à des situations passées encore aujourd'hui présentes, qu'il serait souhaitable qu'il n'y ait plus de lien et qu'on s'assure qu'un même couple, des mêmes intérêts, ne soit pas représenté entre l'APEL et l'OGEC d'un même établissement. Quelles sont vos réactions par rapport à ce constat? Alors, juste une petite précision, l'OGEC ne recrute pas les enseignants. L'OGEC n'intervient absolument pas dans le recrutement des enseignants, uniquement des personnes de droit privé. Non, mais je voulais préciser ça parce que c'est important. Cette situation, je sais, pour avoir entendu l'audition et Madame la députée signalée de Bretagne, si mes souvenirs sont bons, n'est pas courante en réalité. Elle n'est pas courante, elle n'est pas souhaitable et elle n'est pas conforme au statut ni des OGEC ni des appels. Alors, j'entends que vous répondez que ce n'est pas souhaitable. Ça fait réagir mes collègues qui ont des exemples dans leur territoire, je pense, et donc on va leur laisser la place ensuite au questionnement. Par contre, vous dites ce n'est pas conforme au statut des OGEC. Alors, ce n'a pas été aussi précis dans les réponses précédentes. Donc, vous nous expliquez que dans les statuts des OGEC, il est donc interdit qu'un couple soit... Enfin, comment s'est formalisée cette conformité ou cette non-conformité ? Je dis qu'en principe, effectivement, je dis en principe, parce que là encore, il y a une certaine liberté qui existe pour chaque OGEC, pour chaque établissement. En principe, c'est quelque chose qui a été très fortement souligné au niveau des instances nationales, FNOGEC et APEL. Ça ne veut pas dire que ce soit toujours suivi des faits, mais ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes, parce qu'effectivement, ça peut entraîner des conflits d'intérêts qui ne sont pas souhaitables. Et du coup, est-ce que ce point de potentiel conflit d'intérêts dans la gouvernance locale des établissements est suivi au niveau du SGEC, au niveau national? Est-ce que vous en avez un reflet, une évaluation en termes de nombre d'établissements concernés, puisque vous me dites que ça concerne peu d'établissements, et de quelle façon est fait ce suivi? Ce n'est pas au SGEC que cela reviendrait, mais plutôt à la FNOGEC et à l'APEL. C'est-à-dire à la Fédération nationale des OGEC, à l'appel, et en déclinant localement aux responsables locaux de vérifier ça. Parce qu'on n'est pas au niveau national chargé du suivi local. Donc il y a des UDOGEC, il y a des appels départementaux, etc. Donc c'est à eux de suivre, dans le cadre des conseils d'administration dans lesquels ils sont membres de droit, qu'il n'y a pas cette situation de conflit d'intérêts. Pourtant, vous nous expliquez en début de cette audition votre volonté de réellement faire en sorte que tous les moyens soient mis en œuvre donc par la politique nationale, on va dire la politique dans le bon sens du terme, la politique nationale, que tous les moyens soient mis au sein des établissements privés catholiques pour que les violences n'aient plus lieu et qu'il y ait une libération de la parole. Vous constatez comme nous que ce sujet de conflit d'intérêt local peut être une entrave à cette libération de la parole.
mais vous nous dites que ce n'est pas de votre responsabilité de surveiller ce point. Donc ma question, est-ce que, au regard des révélations récentes, de l'importance des faits, est-ce que vous avez décidé de vous préoccuper de ce point, ou est-ce que vous considérez qu'il ne vous concernait pas et qu'il concerne les appels et les OGEC au niveau national? Ce qui est de ma responsabilité, c'est d'être en relation et de veiller au niveau de la FNOGEC et de l'appel national que cette question est traitée. Quand je dis que ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas à moi de traiter directement cette question, parce que vous avez affaire à des associations autonomes et on respecte le droit là-dessus. En revanche, il est de ma responsabilité, et je l'exerce pleinement, d'avertir, d'alerter et de vérifier que les choses bougent au niveau de l'appel national, même si c'est une association indépendante, et de la FNOGEC, qui, elle, a un lien plus important avec le secrétariat général. Et donc, vous pourriez mettre à notre disposition les échanges entre le SGEC et la FNOGEC sur ce point en particulier de la gouvernance appel au GEC? On n'a pas non plus, là, je n'ai pas d'écrit particulier, hein, c'est des personnes, ces échanges-là, ils peuvent se faire dans le cadre de nos instances nationales qui permettent effectivement ce dialogue avec tous les acteurs de l'enseignement catholique pour cette question, par exemple, de la bientraitance éducative, de la lutte contre la violence. C'est une question qu'on aborde dans le cadre de nos instances nationales, que ce soit le Comité national de l'enseignement catholique, où tous les acteurs de l'enseignement catholique sont rassemblés, un peu notre Parlement, si vous voulez bien, en quelque sorte. Et puis, vous avez aussi la commission permanente qui se réunit tous les mois et qui traite ce type de sujet. Secrétaire général, une réaction, mon sentiment, c'est que une forme de, on ne sait pas où est la responsabilité. La vôtre, l'appel, les OGEC, la conférence des évêques de France, que beaucoup reposent sur de l'informel, des échanges oraux, pas d'écrits, que vous siégez dans beaucoup de comités et dans beaucoup de réunions, vous participez à beaucoup de réunions, mais on peine à comprendre exactement les actions concrètes que vous avez engagées après le rapport de la SIAS, par exemple, et dans le contexte très particulier de ces révélations et de ces collectifs de victimes qui se forment et qui prennent la parole pour dénoncer des faits extrêmement graves. Donc la question, peut-être, pouvez-vous nous dire ce que, comme secrétaire général de l'enseignement catholique, vous avez engagé comme action auprès des établissements privés qui relèvent de votre réseau afin de combattre ces violences? Monsieur le rapporteur, j'ai du mal à m'exprimer. Effectivement, on a mis en place, au secrétariat général, nous avons une personne à 4/5 de temps qui ne s'occupe que de ces questions-là. Nous avons mis en place tout un ensemble de formations qui se déploient sur le territoire avec des correspondants ou des chargés particulièrement de la mise en œuvre du plan de protection de publics fragiles. Nous avons produit un certain nombre de documents pour accompagner tout ça. Donc, je veux dire, l'action du secrétaire général, elle est claire. Et les responsabilités sont claires et parfaitement définies. Donc, si vous voulez, à ma place de secrétaire général, par exemple, le poste dont je vous parle, c'est un poste que nous avons créé assez récemment, parce que ça correspondait à un vrai besoin sur le territoire. Et donc nous accompagnons les diocèses qui eux-mêmes accompagnent les chefs d'établissement, parce que c'est de leur responsabilité, nous sommes un principe de subsidiarité, mais moi, dans ma responsabilité est très claire et parfaitement définie. Et donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions que je viens de vous décrire, et qui sont des actions qui permettent un suivi, un accompagnement des référents 3PF, des situations, et plus largement, au-delà de ça, nous pouvons avoir aussi des interventions indirectes, mais quand même directes, lorsqu'il y a des faits graves, d'une part par une sollicitation des directeurs diocésains ou des établissements parfois directement, mais ça passe en général par les directeurs diocésains, sur des faits graves où ils nous appellent à un conseil juridique et où on peut vérifier que les actions mises en œuvre respectent la loi et protègent réellement les jeunes. Ou alors, il nous arrive aussi parfois qu'on soit alerté directement par des courriers auxquels on répondra toujours, où là aussi, nous vérifions que ce qui a été entrepris
protège les enfants et les jeunes. Merci. Alors, vous avez évoqué, juste une précision pour nos collègues aussi et pour nous, vous avez évoqué plusieurs fois le plan Boussole 2018 et le plan de protection des publics fragiles. C'est le même plan? C'est deux plans différents? C'est un ensemble. Le plan Boussole est à l'intérieur du plan de protection des publics fragiles. Et donc les deux datent de 2018 à peu près? Le plan Boussole est plus récent. On a commencé en 2018 à établir un plan de protection des publics fragiles que nous avons fait évoluer après le rapport de la SIAZ et que nous avons encore fait évoluer suite à toutes les questions autour du harcèlement et notamment la loi de lutte contre le harcèlement. Oui, merci de ces précisions. C'est important aussi pour voir l'évolution. Justement, on parle beaucoup de l'action, puisque cette commission d'enquête elle a pour but de faire la lumière sur des dysfonctionnements passés du contrôle de l'État sur les établissements publics et privés, mais aussi de susciter, bien sûr, des réactions et des plans d'action et de la responsabilisation, puisque l'on voit qu'au niveau national, il y a énormément de progrès à faire là-dessus. Depuis 15 jours, on le constate. Dans le plan et la responsabilité que vous évoquez de l'enseignement catholique, je souhaiterais vous interroger sur le sujet des moyens en infirmiers scolaires et médecins scolaires. C'est une problématique dans le public, c'est semble-t-il aussi une problématique dans le privé, puisque nous avons eu la surprise d'entendre que, par exemple, sur un établissement comme le Beau-Ramon, anciennement Bétaram, 500 élèves, il n'y avait pas d'infirmiers scolaires, pas de médecins scolaires, et à la direction diocésaine, on nous a indiqué qu'il y avait un psychologue scolaire à disposition de la direction diocésaine qui pouvait être contacté sur demande de l'établissement. Et lorsque nous avons eu des échanges dans l'établissement, il nous a semblé que ce point était pas très important. C'est-à-dire que oui, on peut l'appeler quand on en a besoin, mais dans la situation actuelle de cet établissement qui a 500 élèves, de la réputation de cet établissement très entaché par le passé et par les révélations actuelles, dans la pression médiatique autour de cet établissement, il nous a semblé, sur place, qu'à la fois le chef d'établissement et les personnels, comme les collégiens, on sait que l'âge de l'adolescence est un âge où généralement le psychologue est en appui très souvent à des moments de questionnement, il n'y avait pas une prise de conscience de la direction diocésaine suffisante sur l'accompagnement psychologique de cette situation particulière qui est peut-être une des plus extrêmes aujourd'hui. Et donc ça nous interroge sur la façon dont ces moyens sont organisés et éventuellement renforcés sur l'ensemble des établissements français de l'enseignement catholique. La Cour des comptes a rappelé que la question de la médecine scolaire, au sens très large, était une vraie question et que malheureusement l'enseignement privé ne pouvait pas en bénéficier ou en bénéficier extrêmement peu parce que déjà il y a une pénurie dans le public énorme, ce qui pose de réels problèmes d'ailleurs pour un certain nombre des jeunes que nous accueillons qui ont un besoin éducatif particulier et qui n'obtiennent pas, et j'ai encore reçu un courrier récemment d'une famille, qui n'obtiennent pas les autorisations nécessaires, notamment pour avoir un tiers-temps et autres. Compte tenu du fait qu'en principe, nous avons accès à la médecine scolaire du public, le forfait ne prend pas en compte le coût de cette médecine scolaire. Donc nous n'avons aucun financement aujourd'hui, qui permettrait d'embaucher des psychologues, des infirmières ou des médecins scolaires. Et seuls les gros établissements peuvent le faire parce que, en fait, ce sont les familles qui le font, qui le financent. Il n'y a que ça qui permet, c'est par la contribution des familles qu'on peut financer ce type de personnel qui, je partage avec vous, le sentiment est précieux et indispensable. Malheureusement, là, il y a une question de moyens. Je suis un peu surprise par votre réponse parce que je vous pose une question finalement qui est au cœur. C'est l'accompagnement psychologique et on sait que les psychologues, les infirmiers, les médecins sont formés au recueil de la parole. L'accompagnement psychologique de victimes dans une situation de crise aujourd'hui pour l'enseignement catholique en particulier et qui révèle d'autres violences, y compris dans les établissements publics. Et votre réponse est surtout sur les moyens. J'ai envie de vous dire, c'est comme quand on est en crise dans d'autres domaines.
À un moment, on réorganise les choses. Enfin, naturellement, si on a une crise dans une institution publique, dans un établissement, dans une entreprise, s'il y a une gestion de crise, on met en place des moyens de crise. Et donc, est-ce que, suite à toutes ces révélations, on va dire depuis un an, votre réponse, c'est « nous n'avons pas les moyens aujourd'hui donnés par l'État et donc c'est uniquement les familles », ou avez-vous envisagé d'avoir des actions particulières sur le suivi psychologique et la mise à disposition de moyens d'écoute pour les établissements sous votre responsabilité? J'ai peut-être mal compris votre question, vous m'excuserez, Madame la rapporteure. S'il s'agit de moyens ordinaires ou de situations exceptionnelles, ce n'est pas la même chose. Sur cette situation exceptionnelle, il faut effectivement s'assurer que le recueil de la parole est possible par des professionnels. Entre autres, pas que, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément que des professionnels qui vont permettre de recueillir la parole. Donc, un certain nombre de directions de Cézanne, pas toutes, parce que toutes n'ont pas les mêmes moyens, hein, il y a des tailles différentes, ont des services de psychologues à la disposition des établissements. Et ça fonctionne très bien. D'autres n'ont pas les moyens, mais nous savons aussi que dans ce cas-là, on peut solliciter l'aide des rectorats qui ne rechignent jamais, dans des situations de crise, à mettre à disposition leur personnel pour accompagner les élèves et recueillir la parole. Donc, par rapport à la situation actuelle, concernant les établissements touchés par ces terribles révélations, on peut tout à fait envisager, et il faut envisager, une écoute plus grande pour que les élèves, les personnels puissent se confier. Je vous remercie. Avant de passer la parole aux collègues députés dans la salle, j'ai une question à vous poser sur les chefs d'établissement. Je pense que ce sont des personnels clés dans les établissements. Or, je comprends que les enseignants sont sous autorité académique et je connais la formation des enseignants dans les établissements privés. Mais par contre, j'aimerais que vous nous éclairiez sur les chefs d'établissement. Vous dites, ils ont une formation, ils ont ensuite un titre RNCP et ils sont sous la veille de la tutelle avec des visites de la tutelle. Est-ce que, comme pour les chefs d'établissement des établissements publics, il y a une formation théorique et une formation pratique, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en stage dans les établissements avec la tutelle d'un autre chef d'établissement qui est déjà formé? Première question. Deuxième question, est-ce que ces chefs d'établissement ont des évaluations et ont des contrôles de la tutelle? Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont une fiche, par exemple, une évaluation où on dit, ben voilà, il faut vous former sur tel sujet, et donc où vous reformez au bout de 10 ans sur notamment les sujets de violence dans les établissements, voilà, comment concrètement ça se passe? Autant dans le public, je sais ce que c'est qu'un chef d'établissement, autant dans le système des établissements privés, et on peut aussi entendre pour les congrégations, comment ça se passe? Oui, dans le cursus de formation, ils ont un stage dans un autre établissement. Oui, ils sont évalués tous les 3 ans. Ils ont une évaluation triennale réalisée par l'autorité de tutelle qui va évaluer leur action par rapport à l'aide de mission et éventuellement inciter à telle ou telle formation, même si les chefs d'établissement et la formation continue des chefs d'établissement se fait très régulièrement, d'une façon très importante, dans notre réseau. Ce que vous appelez l'autorité de tutelle, c'est le diocèse. C'est soit le diocèse quand c'est une tutelle diocésaine, soit une congrégation quand c'est une tutelle congréganiste. D'accord. Et donc l'autorité de tutelle, quand il y a des évaluations, le chef d'établissement, est-ce que, par exemple, vous pouvez nous donner des exemples de chefs d'établissement qui ont de mauvaises évaluations parce que, alors je vais prendre un exemple simple, parce qu'il ne dispense pas dans son établissement des 3 séances d'éducation à la vie relationnelle et affective?
Ça peut faire partie de l'évaluation, puisqu'il est tenu de veiller à ce que les programmes soient appliqués dans les règles du public. Donc ça peut faire partie de l'évaluation. Mais c'est un ensemble, ça peut être un ensemble. Il peut y avoir le climat scolaire, il peut y avoir les relations avec la famille, il peut y avoir les relations avec les enseignants, le personnel. Enfin, c'est un tout, cette évaluation. Et est-ce qu'il y a des fiches d'évaluation? Elles sont propres à chaque évaluateur. Mais rien n'est normé là-dessus. C'est la tutelle qui définit les critères d'évaluation. Donc il n'y a pas d'évaluation type dans tous les établissements privés et d'évaluation surtout des chefs d'établissement qui seraient formalisés? Non. Très bien, je vous remercie. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, interrogé par les 3 têtes de cette commission d'enquête constituée au sein de la commission des affaires culturelles. Fathia Kelouachi, la présidente, Paul Vanier, député de la France Insoumise, et sa collègue du socle commun, Violette Spielbout. Le secrétaire général est ensuite passé sous le feu roulant des questions nombreuses des députés sur les procédures de signalement et de traitement de faits graves ou encore sur les actions menées dans les établissements catholiques pour tenter de prévenir toute violence. Monsieur Chudot, pour la première question, on va poser 3 et ensuite on vous donnera la parole pour les réponses. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le co-rapporteur, Monsieur le Secrétaire Général. Ma question va porter sur le contrôle exercé par l'État sur les établissements catholiques. Lorsque l'État concède une mission de service public, il a le devoir de contrôler et d'évaluer l'exécution de la mission. Nous sommes d'accord. Pouvez-vous nous dire combien d'évaluations ont eu lieu à peu près tous les ans depuis, mettons, 5-10 ans dans les établissements de votre réseau, de manière à ce que nous puissions vérifier l'intensité du contrôle de l'État sur l'enseignement catholique? Merci. Madame Messmer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je saisis la question des OGEC pour pouvoir la préciser. J'avais expliqué du coup que les OGEC pouvaient représenter un conflit d'intérêts entre donc 2 membres d'un même couple qui pouvaient à la fois faire partie de l'appel et à la fois faire partie de l'OGEC. Donc je voulais préciser ça. L'OGEC, du coup organisme de gestion de l'enseignement catholique, est responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement et il constitue surtout les supports juridiques, économiques et financiers des établissements catholiques d'enseignement. Donc ce que je veux préciser ici et ce que je veux emmener comme discussion, est-ce que le conflit d'intérêts ne se résume pas, à mon avis, au simple fait qu'il y ait des couples qui puissent être investis dans un OGEC et un appel? Parce que par exemple, si un parent de non-membre de l'OGEC signale des violences sur son enfant à un membre de l'OGEC qui lui-même a la charge du support juridique de l'établissement, lui donne sa personnalité morale, l'engage même la personnalité morale, entretient des relations avec les tiers, c'est-à-dire avec les autorités administratives et les collectivités, tout en étant lui-même sous la responsabilité du chef d'établissement. Est-ce que dans ce cas-là, on est certain, dans ce fonctionnement, que l'intérêt qui est recherché en permanence est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt moral de l'institution que le membre de l'OGEC représente? Je vous remercie. Nous passons à la 3e question. Madame Melchior. Merci Madame la Présidente. Je suis députée de la 5e circonscription du Finistère et donc où se trouvait le collège Saint-Pierre du Relecq-Kéruon qui a été rebaptisé depuis. Donc j'ai, comme à chaque fois que je prends la parole, une pensée bien sûr pour les plus de 120 victimes de cet établissement qui ont vécu une violence qui disent institutionnalisée, qui reposait sur une équipe d'enseignants et d'encadrants recrutés par l'abbé qui était directeur de l'établissement. Aussi, je souhaiterais savoir quel rôle a eu et pourrait avoir le SGEC ou l'URSEC dans le recrutement et la formation des enseignants en général, et aussi des catéchistes, dont on a peu parlé. Je sais que pour les concours du 1er degré, il y a un entretien d'admission dans l'enseignement privé. Par qui est-il réalisé et sur quels critères se passent les recrutements? Merci. Bien, on va s'arrêter pour les premières questions. On vous écoute. Monsieur le député Chudot, alors il faudrait distinguer évaluation et contrôle. Des évaluations, depuis que le système d'évaluation a été mis en place, il y en a eu, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tous les cas, c'est bien mis en place et en tous les cas, les objectifs du conseil d'évaluation de l'école sont atteints, au moins pour le 2e degré, pour le 1er degré, dans le public comme dans le privé, c'est un peu plus compliqué. Sur les contrôles eux-mêmes, monsieur le rapporteur l'a dit, il y a eu très peu de contrôles d'établissement ces dernières années.
Je n'ai pas non plus de chiffre global puisque je ne suis pas toujours informé des contrôles. Ce chiffre est disponible sans doute au ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne votre question, Madame la députée Mesmer, je crois que vous donnez un rôle à l'OGEC qui n'est pas vraiment celui de la réalité. C'est le chef d'établissement qui, en fait, a délégation. Excusez-moi, j'ai du mal à parler dans le micro et à vous regarder en même temps, excusez-moi. Qui a délégation pour faire vivre l'établissement. Et donc, c'est vraiment le chef d'établissement qui est au cœur du système. Après, on peut toujours avoir des tentations de protéger une institution plutôt que la personne. Je le dis avec force, mais une force qui est sincère et qui n'est pas... C'est que plus jamais, parce que ça a souvent été le drame dans notre institution comme dans d'autres, celui de vouloir protéger une institution plutôt qu'une personne. Donc en tous les cas, je pense que tous les acteurs de l'enseignement catholique, à mon niveau, au niveau de la FNOGEC, au niveau des appels, au niveau des organisations professionnelles de chefs d'établissement, des syndicats de maîtres, de tous les acteurs de l'enseignement catholique, en tous les cas, on a vraiment, aujourd'hui, je pense, comme toute la société, changé de registre là-dessus. Et c'est absolument indispensable. Plus jamais, il faut privilégier une institution plutôt qu'une personne. La personne doit toujours être protégée. Et celui qui ne le ferait pas doit être sanctionné. Monsieur Delorme, monsieur le secrétaire général, je voudrais revenir, vous l'avez évoqué assez brièvement, les signalements au CRIP, dont vous avez évoqué la diversité de gestion au sein des différents territoires. Je voudrais savoir si vous avez, vous, une procédure qui vous permet de faire remonter l'ensemble des signalements qui sont faits au CRIP par vos établissements. Quel est le nombre de ces signalements dont vous avez connaissance ces 10 dernières années? Quelle est l'évolution? Comment tout ça se joue et quel regard vous pouvez porter? Parce que pour que justice soit rendue aux victimes, il faut que leurs paroles puissent être libérées, puissent être entendues, puissent être reconnues. Et que l'ensemble de ce qui pèse et qui constitue cette omerta qui ne leur permet pas de libérer la parole, il faut qu'on arrive à, collectivement, ici et ailleurs, à faire lever cette chape de plomb qui pèse. Et pour ça, il faut en parler. Et pour en parler, il faut qu'il y ait des procédures, il faut qu'il y ait de l'information au-delà de la formation aux enseignants. Donc, quelles mesures comptez-vous ou avez-vous déjà mises en place sur ce sujet? Et puis, je voulais vous interroger sur la manière dont vous percevez, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais je voudrais revenir quand même sur ce programme d'éducation à la vie affectuelle, relationnelle et sexuelle, parce que, vous le savez, il y a un certain nombre d'associations qui militent contre, dont on dit qu'elles sont proches du milieu catholique. Et donc, quel message vous auriez à leur faire passer aujourd'hui? Je vous remercie. Sur l'information, la formation, la remontée des informations, les statistiques, je n'ai pas de statistiques à vous donner. Soyons très clairs. Aujourd'hui, nous n'avons pas ni les outils, ni les informations qui remontent clairement. Donc c'est un point d'amélioration. Sur le programme EVARS, je connais et je combats ces associations qui pratiquent la désinformation dans la plupart des cas sur le contenu de ce programme. Il est évident que tout ce qui peut contribuer à l'éducation des enfants, et je pense par exemple à la partie du premier degré dans ce programme, premier degré maternel et primaire, où on éduque à la pudeur, au respect de son corps, au respect du corps de l'autre, à la notion de consentement qui est plus compliquée d'ailleurs à cet âge-là. Mais ça, on ne va pas faire un débat sur la notion de consentement, parce que parfois des enfants consentent à des choses auxquelles ils ne devraient pas consentir. Mais enfin, ça s'accompagne, je veux dire. L'idée de pouvoir aussi se confier à une personne, aux parents, mais parfois les drames viennent des familles, donc il faut trouver une personne extérieure. Tout ça, évidemment, nous le soutenons. Et aujourd'hui, le programme est établi, le programme est publié, et donc nous allons le mettre en œuvre. Si ce programme peut favoriser, libérer la parole, éviter des drames, éviter que des enfants subissent
des maltraitances. Et quand on entend les chiffres de la Civis qui disent que 10% des enfants dans une classe, donc de 30 élèves, il y en aurait 3 qui seraient victimes d'inceste, d'abus, de violences sexuelles, ça fait froid dans le dos quand même. Enfin, je veux dire, on est là dans quelque chose de dramatique. Donc si, grâce à ces interventions, on peut réduire, supprimer, bon, réduire et prévenir et libérer les enfants de ces violences subies, eh bien, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Madame, c'était la deuxième question, c'était, je sais, Monsieur Bagné, c'est ça? Madame Bagné, pardon, je cherchais Madame Bagné, excusez-moi. C'est ça. Je sais que dans le passé, il y a eu des déplacements d'enseignants opérés par l'Éducation nationale. Avec toujours cette difficulté, quand il n'y a pas une condamnation, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a des faits qui sont répréhensibles, mais la justice n'a pas condamné. Et pourtant, on sait qu'il y a eu des faits qui ont été répréhensibles. Que fait-on? Là, c'est une vraie question. Et vous savez que le licenciement d'un enseignant ne dépendait pas de notre ressort. En ce qui concerne votre question, monsieur le député breton, effectivement, notre organisation est très subsidiaire et est centrée sur le diocèse et l'établissement. Et on est en train, effectivement, de réfléchir collectivement avec tous les acteurs de l'enseignement catholique sur la façon dont, notamment, les informations, les signalements pourraient remonter au niveau national, même si, d'ailleurs, tout ne doit pas remonter, mais au moins, d'une façon systématique, les faits les plus graves. Je vous remercie. Nous passons aux questions suivantes avec monsieur Alexis Corbière. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais essayer de concentrer mon propos. Bon, vous aurez compris que, en direction de la presse, il ne s'agit plus seulement d'un établissement, celui de Bétharram, mais de plusieurs établissements qui posent problème et qui amènent à ce que vous soyez aujourd'hui devant nous. Beaucoup de témoignages semblent montrer qu'il y avait une certaine connaissance dans ces établissements, et nous avons eu ici notamment une personne que je vais qualifier de lanceuse d'alerte qui raconte même qu'il y a eu notamment de la part du chef d'établissement, elle était de Bétharram, une réunion des enseignants, et il a été demandé par ce chef d'établissement qu'en quelque sorte une forme de pression, qu'il ne fallait pas parler aux familles, qu'il ne fallait pas parler à la presse. Quel regard portez-vous sur l'attitude d'un chef d'établissement qui réunit une équipe pédagogique et qui demande, sous une forme de pression, qu'il ne faut pas s'adresser aux parents parce qu'il y a des problèmes, qu'il ne faut pas s'adresser à la presse? Est-ce que vous jugez cela non conforme? Est-ce que vous envoyez des courriers en direction des chefs d'établissement pour leur dire qu'il n'est pas conforme à l'idée que vous vous faites du rôle d'un chef d'établissement de demander aux enseignants de se taire face aux difficultés? Deuxièmement, la commission d'indépendance sur la pédocriminalité et dans l'Église catholique, la SIAZ, que vous avez sans aucun doute suivi, comme nous tous, en 2021, avait estimé que sur les 330 000 victimes mineures d'abus sexuels, 30% des cas, ça avait été commis dans des établissements scolaires. C'est très significatif. Pouvez-vous nous dire quelles mesures ont été prises de votre part en termes de dispositifs, courriers, car avant même ce qui nous réunit aujourd'hui, ça aurait pu entraîner donc un changement culturel, etc., etc. Vous comprenez sur quoi je veux en venir. De plus, l'historien Claude Lelièvre, historien de l'éducation, nous dit dans nombre de travaux que du fait de l'héritage, je veux dire, spirituel des congrégations jésuites, des frères de l'école chrétienne, qui ont longtemps structuré le paysage scolaire, il y aurait, pas aller trop loin dans les propos, mais le châtiment corporel ferait partie de l'apprentissage souvent. Quel regard portez-vous là-dessus ? Considérez-vous que c'est inexact ou considérez-vous que peut-être que des choses peuvent le justifier? De la même façon, tout à l'heure, il y a eu un échange avec Madame Spielwood qui vous a dit qu'il y avait une spécificité de l'enseignement catholique, et vous-même avez-vous dit, notamment, c'était pas précis, mais je peux comprendre, que vous considérez qu'il y avait une méconnaissance de la part des inspecteurs de comment vous fonctionnez. Pouvez-vous aller plus loin sur ce que vous entendez une méconnaissance? Je dois avouer que ça m'intéresse peu le fait que les méconnaissances d'un point administratif, ça je peux comprendre, mais pensez-vous qu'il y aurait une forme de méconnaissance des inspecteurs de l'éducation nationale sur des techniques pédagogiques, vous comprenez sur quoi je veux en venir, qui amènerait à ce que vous avez une forme de culture interne que moi je suis professeur de l'éducation nationale, que nous ne pourrions pas comprendre
parce qu'il y a des pratiques qui seraient, notamment, je vais aller au fond de mon propos, sur le fait qu'éventuellement il pourrait être toléré que parfois il y ait des punitions particulières rudes en direction des élèves. Enfin, la collègue a posé la question, mais j'y reviens. Vous avez dit concernant des possibles mouvements, on l'a vu, de gens qui amènent à ce qu'ils quittent leur établissement, ils sont nommés dans d'autres établissements. La manière dont vous avez répondu tout à l'heure est assez franche, je vous en remercie. Vous avez dit « on sait parfois que cela arrive, mais c'est pas simple parce que c'est en quelque sorte le statut des enseignants », c'est ça que vous voulez nous dire. Mais lorsque quand même quelqu'un qui était un enseignant ou quelqu'un qui était un personnel de surveillance quitte un établissement parce que, comme je reprends vos propos, on sait que ça arrive, est-ce que ce déplacement est accompagné peut-être d'un courrier particulier pour quand même dire qu'il y a là quelque chose qui est préoccupant? Je réitère la question, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Ne pensez-vous pas que c'est aussi votre responsabilité? Merci, Monsieur Corbière. De veiller à ce que les mêmes faits ne se reproduisent pas dans un autre établissement? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus admissible, il n'est pas admissible de dire à une personne qui lance une alerte de se taire. Soyons très clairs, les consignes seront données, elles seront diffusées, elles seront contrôlées. Mais ce temps est révolu. Plus jamais on a trahi la promesse qu'on a faite à ces jeunes et leurs familles de se construire. Au lieu de cela, nous les avons détruits à vie. Voici pour le résumé des paroles très fortes du secrétaire général de l'enseignement catholique devant les députés. La personne doit toujours être protégée plutôt que l'institution et celui qui ne le ferait pas doit être sanctionné. Il n'est pas admissible de dire à une personne qui lance l'alerte de se taire. Ce temps-là est révolu, a encore déclaré Philippe Delorme. Alors d'autres auditions vont suivre avec notamment un temps plus politique puisque la commission d'enquête va notamment auditionner François Bayrou dont le nom a été cité dans l'affaire Betaram. Il était député de la circonscription et à l'époque aussi ministre de l'Éducation nationale. Ce sera à suivre sur LCP. À bientôt sur notre antenne.